Nous sommes de retour dans la capitale de la Galice, à Saint-Jacques-de-Compostelle. Il est un peu moins de 9h du matin et nous entrons dans la maison du pèlerin. C'est ici que les pèlerins reçoivent leur diplôme, leur Compostela, c'est-à-dire la preuve qu'ils ont bien effectué au moins 100 km à pied ou à cheval, ou encore 200 km à vélo sur les itinéraires officiels. Le carnet dûment tamponné prouve qu'ils sont passés par les endroits indiqués. La maison est ouverte aux pèlerins toute l'année, de 9h à 21h. La maison du pèlerin est à quelques pas de la cathédrale, le cœur historique de Saint-Jacques. À côté de celle-ci, le Parador de Santiago, qui fut fondé au XVe siècle par Ferdinand d'Aragon et Isabelle de Castille pour servir d'hôpital et d'auberge aux pèlerins. L'édifice est aujourd'hui l'un des plus bels hôtels d'Espagne. Les hôtes séjournent dans les anciennes pièces de l'hôpital, transformées en chambres ou suites, habillées comme celle-ci, avec du mobilier d'époque. En ce début de matinée, quelques premiers pèlerins franchissent le portail de l'hôtel. Ils sont accueillis et pris en charge par le Parador. Les 10 premiers arrivés sont emmenés dans les cuisines de l'établissement où le petit déjeuner leur est offert. Cette tradition persiste depuis plus de 6 siècles. Le chemin de Saint-Jacques se termine après plusieurs semaines, plusieurs mois, pour ces pèlerins allemands, hollandais, australiens ou encore québécois. Alors José, c'est ça aussi le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est la convivialité entre les nations. Moi, c'est ce que j'ai aimé le plus durant le séjour. À chaque fois qu'on revenait à l'auberge le soir, c'était comme si on revenait à la maison, puis on rencontrait la famille, puis on était content de se voir, puis il y avait des gens de partout à travers le monde. On a rencontré vraiment là, de tous les pays. C'est ce qui m'a vraiment le plus touché. J'ai toujours rencontré des gens extraordinaires qui m'ont aidé quand moi j'ai eu des problèmes. Exemple, j'ai rencontré 7 Français à Obrero où c'était très difficile. Alors j'arrivais avec un groupe. Quand on est descendu, il n'y a plus. Alors j'avais besoin de ces gens-là. Alors ça a été toute cette période-là. Alors j'ai beaucoup apprécié leur présence. Par la suite, j'ai rencontré des gens sur le chemin et c'est la radio Camino, hein, on appelle, hein, parce que il y a des Québécois en arrière, on les a rencontrés, on se parle. Il y en a qui sont en avant. C'est ça qui est vraiment intéressant là, dans le chemin. Je disais que j'avais déjà vu sur un reportage qu'une dame qui disait pour elle, c'était comme gravir l'Everest. Pour moi, c'était la même chose. C'était vraiment un défi physique de le faire. Puis, il y a une énorme émotion qui arrive quand on voit la cathédrale au bout de notre chemin. C'est ça. Très émotif. C'est ça. Et au moment où on arrive, on dit, bon, c'est la fin. Mais quelques heures plus tard, on se dit déjà, mais je pense que c'est peut-être le début d'autre chose. Oui. Est-ce que ça sera une autre masse? Est-ce que ce sera une autre réflexion? Mais il y a quelque chose, il y a une étincelle. Puis je parle pas anglais, ou pratiquement pas, mais assez pour savoir d'où ils viennent, où ils vont, qu'est-ce que c'est leur projet. C'est ça qui est drôle, parce que on n'a pas besoin de parler la même langue, pour me semble qu'on se comprend, on fait la même chose, on va la même... vraiment spécial. La tradition qui nous dit que Saint Jacques était venu prêcher dans la région espagnole et dans le nord de l'Espagne, dans de la Galice. Selon cette légende, il aurait laissé la Galice pour partir vers Jérusalem. Là, il est décapité. Et une autre légende nous parle de comment ses disciples, Théodore et Athanas, qu'on voit en fait toujours représentés près de lui dans la cathédrale, dans différentes parties de la cathédrale, il nous parle qu'il a été transporté jusqu'à le dernier endroit où il avait prêché, c'était donc la Galice, dans un bateau en pierre. Bien sûr, quand on étudie un peu l'histoire, on parle aussi de la pierre, le granit, qui était transportée à travers la Méditerranée dans tous les différents pays du Moyen-Orient. Mais la légende nous raconte comme il est venu jusqu'ici pour être enterré par ses disciples dans un endroit où il y avait seulement une forêt. Et
quelques siècles plus tard, bien sûr, cette cimetière et la sépulture de Jacques a été retrouvée, selon la légende, encore une autre légende, grâce à la lumière des étoiles et des musiques angélicales, quoi. Depuis plus de 10 siècles, les fidèles et les pèlerins viennent dans la cathédrale se recueillir devant le tombeau de Saint-Jacques. Chaque année, des milliers d'hommes et de femmes venus des 4 coins du monde achèvent en ce lieu leur pèlerinage. Je viens d'embrasser la statue de Saint-Jacques selon la tradition. Les pèlerins, quand ils arrivaient, ils passaient à l'intérieur de la cathédrale, embrassaient la statue de Jacques pour avoir la bénédiction et après visiter la sépulture de Jacques juste sous nous, quoi. Et c'est très important pour les pèlerins de suivre ces traditions-là pour avoir, à la fin du pèlerinage, le pardon des péchés. En relation avec le pèlerinage, on a toujours des coquilles sur Saint-Jacques, mais des coquilles dans toute la cathédrale qui nous parlent de la symbologie de la Renaissance. Ça vient de l'époque païenne avec les traditions du monde grec qui nous parlent de la naissance de Vénus d'une coquille. Donc c'est là, et en relation avec la vie. Les pèlerins qui viennent à Saint-Jacques, pendant une année sainte, ils avaient le pardon des péchés. Donc c'était une vie nouvelle qui commençait à partir du pèlerinage. Comment, après le baptême, qui s'est fait autrefois avec la coquille, il commençait une vie nouvelle sans le péché original. Donc ça vient, c'est une relation du commencement de temps, qui parle de la coquille comme un symbole de vie. Construite en style roman, entre le XIe et le XIIe siècle, la cathédrale était destinée à être le plus grand temple chrétien de son époque. Quotidiennement, plusieurs messes y sont célébrées. De temps à autre, la cérémonie de l'encensoir y est encore exécutée. Une vieille façon de purifier l'air de la cathédrale, puisque les pèlerins qui arrivaient jusqu'ici pouvaient dormir à l'intérieur, donc l'odeur n'était pas très agréable et avec l'encens, ils pouvaient nettoyer ou purifier l'air de la cathédrale. Autrefois, on le portait sur les épaules autour de la cathédrale jusqu'au XVIe siècle qu'ils ont fait cet instrument-là pour le supporter, faire le vol de l'encensoir qu'encore aujourd'hui le font d'une façon traditionnelle, plus pour le même motif qu'autrefois. On le fait tous les jours ? Non, les années saintes, tous les jours après la messe du pèlerin à midi. Pendant les années qu'on n'a pas la naissance, c'est seulement quand quelqu'un fait la pétition spéciale à la cathédrale. Nous quittons la cathédrale pour nous balader au cœur de la ville historique. Celle-ci s'étend autour de l'édifice religieux. Saint-Jacques est une petite cité. Une journée de promenade vous suffira pour en faire le tour. La ville, elle est née après la découverte de la sépulture de Jacques. Donc après la construction de la première église, les maisons ont été construites autour de cette église. Donc on voit que les ruelles les plus importantes de la ville sortent de part de l'église. Ils ont conservé bien sûr toute l'ambiance d'une ville médiévale, la forme de la ville autrefois entourée par des remparts, qu'aujourd'hui n'a pas les remparts, mais la forme elle est toujours ronde aujourd'hui. Et les ruelles, elles sont toujours celles de l'époque médiévale. Même si aujourd'hui, de cette époque-là, on n'a que des petites constructions, quelques maisons, des églises et surtout la cathédrale. Nous voici sur les hauteurs de Saint-Jacques, à quelques minutes à pied de la cathédrale. Ici sont vendus quotidiennement les produits frais de la Galice. Rosanna nous emmène tout d'abord chez le poissonnier. Ça, c'est ce qu'on appelle percebes, chez vous, des pousse-pieds. C'est un fruit de mer assez difficile de trouver, très cher. Je crois que c'est le plus cher qu'on a sur le marché, qu'on trouve dans les falaises, ou dans le rocher. C'est assez difficile de le prendre, c'est pour ça que c'est cher. Et une façon de le prendre, c'est d'attacher une personne, normalement un homme, par la ceinture avec une corde. Un autre homme le prend par la corde dans la partie haute de la falaise. Il faut le descendre. Quand il y a une vague qui arrive, monter, le descendre, le monter. Donc ça devient très dangereux. Et donc c'est pour ça que c'est assez demandé, quoi. Alors il faut le cuire, bien sûr.
Et une fois qu'il est cuit, quand il est chaud, parce que sinon le sabor n'est pas le même, il faut mettre le doigt entre les ongles, plus ou moins, et la chair, et tirer. Et donc ce qu'on mange, c'est là. C'est à l'intérieur. Voici maintenant un fromage galicien, doux, légèrement salé, à base de lait de vache, avec une drôle d'histoire. Il a une forme assez spéciale. On l'appelle fromage de tetilla, et cela veut dire de petit saint. Et c'est en relation avec une légende sur les sculptures de la cathédrale du Porche de la Gloire. Il y a une reine, la reine de Saba, qui avait une poitrine assez généreuse. Et Daniel, le prophète juste en face, qui souriait, un gros sourire. Et elle était gênée, donc le sculpteur a fait un visage assez rouge. Et donc, un archevêque qui n'avait pas aimé que les gens parlaient d'elle et de sa poitrine, au XVIIIe siècle, il a demandé à un sculpteur de couper la poitrine de la reine. À partir de ce moment-là, un petit village dans la province de Lugo, où ils font la plupart des fromages qu'on a, et a envoyé chaque Noël à l'archevêque 2 fromages avec la forme de saint, pour lui rappeler ce qu'il avait fait à la pauvre reine.